Bagdad aujourd'hui, une ville blessée. Qui se souvient devant ces ruines que du 8e au 13e siècle, elle fut la capitale d'une civilisation raffinée. De Bagdad, le califat abbasside étendait son influence de l'Espagne aux confins de la Chine. Bagdad s'étend sur le long des rives du Tigre. Il y a plus de 1000 ans, Bagdad était baptisée Madinat al-Salam, la cité de la paix. La dynastie au pouvoir était celle des Abbassides, du nom du calife Abou al-Abbas qui l'avait fondée en 749. Les califes abbassides se sont employés avec bonheur à développer les arts et les sciences, faisant de Bagdad une cité florissante. Bagdad comptera jusqu'à 1 million d'habitants. À la même époque, Rome, la ville la plus peuplée d'Occident, ne comptera que 30 000 habitants, et Paris, guère plus de 5 000. Bagdad brille de l'éclat des étoiles mortes. Nous pouvons la rêver. La rêver à travers les témoignages de ses contemporains, à travers les légendes et les mythes qu'elle a inspirés, et puis à travers la présence des cités de l'islam encore vivantes. Car ces cités furent bâties dans son sillage, conçues par rapport à elle. Bien après s'être évanouie, la splendeur de Bagdad continue de hanter les palais du Caire, les jardins de Grenade, les mosquées de Fès ou d'Ispahan, les médersas de Samarcande. Un contemporain s'émerveille. Bagdad, centre du monde, nombril de la terre. Elle n'est à nul autre comparable en dimension ou en grandeur, par la majesté de ses bâtiments, par l'abondance de ses eaux jaillissantes, par la pureté de son air. Chacun de ses habitants y possède sa boutique ou son commerce. C'est pourquoi la ville regorge de richesses. Elle reçoit toutes sortes de marchandises par terre et par mer avec la plus grande facilité, comme si tous les bienfaits de la terre affluaient naturellement vers elle. Bagdad est ainsi devenue la capitale mythique des 1001 nuits. La voilà, cette grande et merveilleuse ville, où l'on vient de tous les endroits du monde. Vous n'y aurez pas le froid insupportable de l'hiver, ni les chaleurs excessives de l'été. Vous y jouirez toujours des fleurs du printemps, ainsi que des fruits délicieux de l'automne. Mais Bagdad n'est pas là que pour étonner ou séduire. Elle est là pour gouverner le monde. Ses califes vont installer des bureaucraties, mettre en place des institutions, susciter des vocations. Ils vont s'appuyer sur deux cordes claires. D'une part, les lettrés religieux dépositaires de la parole révélée, d'autre part, une élite séculière de savants, de philosophes et de fonctionnaires, appelés à éclairer la réflexion des princes, à préparer leurs choix, à répercuter leurs décisions. Bagdad était heureuse et ne semblait pas voir venir le malheur. Après 5 siècles de grandeur, endormie dans son confort, affaiblie par des luttes internes, elle allait brusquement s'effondrer. Au XIIIe siècle, 12 000 cavaliers mongols, conduits par Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, déferlent sur la ville, assiègent son million d'habitants pendant 17 jours. La ville tombe, les Mongols mettent à sac la prestigieuse cité ronde. La chronique rapporte que les eaux du Tigre furent souillées 2 fois, une première par le sang des victimes et une seconde par l'encre des documents vandalisés. C'est la fin de Bagdad comme capitale du califat.
plus jamais elle ne retrouvera son éclat intellectuel, ni sa magnificence. La langue arabe, qui aura été pendant 4 siècles des rivages du Portugal à ceux de la Chine, la grande langue des savoirs, de la culture et du prestige, se réduit aux dimensions d'une langue régionale. Et à l'est de l'Euphrate, elle est remplacée par le persan et le turc. Le cœur se serre en évoquant ce que fut, il y a un millénaire, par la grâce d'un islam ouvert sur le monde, l'une des plus brillantes métropoles de l'histoire de l'humanité. Cette civilisation, cette ville, qui avait atteint un si haut degré d'intelligence, de beauté et de richesse, peuvent-elles aujourd'hui retrouver cette inspiration à laquelle l'Occident doit tant ?